l'ère des changements climatiques, défis, enjeux et perspectives d'avenir. Notre présentatrice sera Claudine Déhomme. Claudine, elle est professeure associée à l'École d'architecture de l'Université de Montréal, où elle a enseigné l'histoire de l'architecture et la conservation du patrimoine aux 3 cycles d'études et a coordonné pendant 17 ans les programmes d'études supérieures en conservation du patrimoine bâti de la Faculté de l'aménagement. Elle publiait en 2024 le rapport d'un pré-projet, un peu comme le premier webinaire qu'on a vu, un pré-projet de recherche réalisé conjointement avec le ministère de la Culture, des Communications du Québec et Ouranos sur les mesures d'adaptation du patrimoine bâti au changement climatique. Claudine, elle est bénévole active pendant plus de 30 ans pour Héritage Montréal. Elle collabore également à d'autres groupes en conservation du patrimoine, dont l'Association for Critical Heritage Studies et la Société d'histoire d'Unsic-Cartierville. Claudine, je vais te céder la parole. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour les questions, juste les inscrire dans le chat au fur et à mesure. Sinon, n'oubliez pas de fermer vos micros pour les gens en ligne. Bonjour tout le monde. Bonjour aux personnes aussi en ligne. Donc, merci Ouranos pour cette invitation, particulièrement Nathalie Blot, qui permet d'inclure la question du patrimoine dans la discussion générale sur les changements climatiques et sur l'adaptation. Donc, ce rapport de recherche dont Nathalie a fait allusion il y a quelques minutes constitue en grande partie, j'ai juste un petit problème technique, constitue en grande partie la matière que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais depuis la remise en 2024, il y a eu un peu de nouveautés, un peu d'avancées. Donc, je suis ravie d'en faire part dans le cadre de cette présentation et de pouvoir l'actualiser. Donc, voici la page frontispice de ce rapport auquel vous aviez accès parce qu'il est en ligne. C'est un rapport de recherche, un pré-projet que j'ai réalisé avec l'aide d'une doctorante en aménagement, Ornella Sigère, et à l'invitation du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Le ministère avec lequel je suis habituée de traiter, moi, c'est le MCC, et moins le MSP ou le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Donc, ça fait partie un peu des silos peut-être dans lesquels nous évoluons tous et toutes. C'est vraiment un premier regard sur la question parce qu'à l'époque, il y avait vraiment très peu, sinon pas du tout, d'études qui avaient été produites pour faire le lien entre le patrimoine et les changements climatiques. C'est une question qui était donc très prête à être explorée, à être mieux comprise, de manière à pouvoir mieux préparer le domaine du patrimoine et la société civile de façon générale, incluant les propriétaires de bâtiments patrimoniaux aux réalités auxquelles on fait tous et toutes face. C'est quand même intéressant de préciser qu'à l'échelle internationale, cette question des menaces auxquelles font face les lieux patrimoniaux en raison des changements climatiques en est une qui est explorée depuis 2007. Le Comité du patrimoine mondial a été saisi de la question en 2005 lors de sa rencontre annuelle. Et c'est 2 ans plus tard qu'un comité qui l'a mandaté a déposé une étude de manière à préciser les besoins, envisager les pistes de recherche. Et de là, bien, ont découlé plusieurs politiques chez les États parties qui ont ratifié la Convention du patrimoine mondial de 1972. Et ça fait un petit peu de chemin. Donc, c'est pour dire que 19 ans plus tard, le Québec a été saisi de cette question, malgré les différentes actions qu'il avait déjà menées en tant que province, en tant que société, pour les changements climatiques. Je parie que lorsque vous pensez au mot patrimoine, et c'est ce dont j'aimerais vous entretenir pour les quelques prochaines diapositives, il y a des images qui vous viennent à l'esprit de lieux, d'endroits qui ressemblent, qui s'apparentent à ce que je vous mets à l'écran. Et vous avez parfaitement raison d'associer le mot patrimoine à ce qu'on désigne souvent comme dans le jargon ou dans
les façons de parler habituelles du milieu, les belles vieilles pierres. Donc, des vieux bâtiments qui sont anciens, et je reviendrai sur la question de l'ancienneté dans quelques minutes, que l'on reconnaît dans l'environnement bâti parce qu'ils ont une apparence particulière en raison des matériaux et des assemblages. Donc, la pierre, on construit beaucoup moins en pierre dans l'architecture contemporaine, bien que ça revienne, ça c'est une autre discussion, des formes, etc. Donc, le patrimoine est traditionnellement associé à des bâtiments anciens qui ont une certaine valeur esthétique. C'est tout à fait juste. Donc, quelques exemples, le vieux Trois-Rivières, une usine de briques rue de Courcelles, Saint-Ambroise, dans Saint-Henri, une maison d'architecture vernaculaire dans le secteur de Joliette, et un intérieur, parce qu'on les oublie souvent, de bâtiments bien recouverts de marbre et de formes qui font référence au vocabulaire classique de l'architecture. Donc, le patrimoine, c'est bel et bien ça. Et quand on essaie de le définir, ben, j'ai eu recours à la loi sur le patrimoine culturel du Québec, qui est la principale loi, mais non pas la seule, en matière de patrimoine culturel pour la province. Et quand on lit dès les premiers articles de la loi, une définition de patrimoine, ou à tout le monde on cherche une définition de patrimoine, elle n'est pas dite stricto sensus, très vite on trouve le reflet d'une identité. Une identité qui est collective. Le patrimoine, c'est ce dans quoi on se reconnaît collectivement, que ce soit à l'échelle d'une communauté ou à l'échelle d'une province. Et les incarnations de cette identité, elles sont très diversifiées. Vous en avez l'énumération là. Ça passe des objets meubles comme des œuvres d'art, des archives et autres, aux biens immobiliers, des bâtiments, des sites et d'autres envergures de territoire, incluant des paysages. Donc, quelques exemples, le phare de l'île Verte. Je me suis fait plaisir à vous montrer des endroits que j'aime particulièrement, dans le cas des phares en tout cas. Donc, les phares, qui ne sont pas nécessairement tous des beaux lieux en termes d'esthétique, mais certainement des anciens, qui font partie des biens qui sont reconnus en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Quand je dis reconnus, ça veut dire qu'ils ont un statut, un label en vertu de la loi. Des lieux de culte, bien entendu, dont on entend souvent parler dans les médias, des ponts couverts, on ne pense pas, mais ça fait partie aussi des éléments qui sont reconnus comme étant patrimoniaux. Donc, des contributions à cette identité collective qui se construit au fur et à mesure que des biens s'ajoutent à la liste et qui sont mieux connus par le public de façon générale. En 2012, il y a eu une modification de la loi sur le patrimoine culturel pour rendre encore plus vaste la définition de patrimoine en incluant des paysages culturels patrimoniaux. Nous n'en avons qu'un officiellement désigné au Québec, qui est celui de la Pointe aux Iroquois et aux Orignaux dans le secteur de Rivière-Ouelle. Et le patrimoine immatériel fait son entrée aussi en 2012. La désignation de traditions, de pratiques fait également partie de la définition du patrimoine. Donc, le temps des sucres, quand on aura passé cet hiver, on pourra mieux l'apprécier, certainement. C'est une pratique qui est désignée patrimoine culturel immatériel par le ministère. Mais il ne faut pas se leurrer, tout ce qui est patrimonial n'est pas nécessairement reconnu comme tel par la loi sur le patrimoine culturel. Et ça, je pense que c'est extrêmement important dans le cadre de notre réflexion sur les changements climatiques et l'adaptation. Je ne vis que deux exemples en évoquant l'importance de pratiques et de rituels chez les communautés autochtones, pas juste au Québec, mais partout, où là, la nature joue un très grand rôle, où la nature et la culture ne sont pas différenciées, mais bien unies. Ce ne sont pas nécessairement toutes des pratiques qui sont reconnues comme un patrimoine immatériel en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, mais elles sont néanmoins excessivement importantes pour l'identité des communautés. Et j'ai mis un exemple d'une rue commerciale que l'on trouve dans tous les villes, villages, quartiers sur le territoire québécois. Des rues qui sont bordées par des bâtiments qui individuellement payent peut-être pas une grande mine, mais ensemble forment un milieu de vie avec leurs usages qui les rendent importants, auxquels les gens peuvent s'attacher et au point de vouloir transmettre parce que ce sont des vecteurs d'une qualité de vie.
Donc, les rues commerciales, elles sont là, bien sûr, pour nous approvisionner en toutes sortes de services de proximité, mais ce sont aussi des lieux de rassemblement, des lieux comme la photographie le montre, où on voit un paysage et ça nous permet de mieux comprendre le paysage urbain, l'environnement bâti de certains milieux. Donc, tout le patrimoine qui est classé, tout le patrimoine qui est important au Québec n'est pas nécessairement classé. Donc, c'est ce qui me fait dire que c'est important d'avoir l'œil un peu ouvert, le regard avisé sur cette question qu'a posée le magazine L'Actualité il y a quelques années, c'est du patrimoine ou pas? Je vous dirais que dans le milieu du patrimoine, on est bien saisi par cette question, préoccupé par cette question, parce que au-delà des monuments historiques, au-delà des belles vieilles pierres, il y a aussi l'attachement de l'humain envers des endroits qui est un facteur à considérer dans la prise de décision sur des transformations qui peuvent avoir lieu sur l'environnement bâti, incluant des adaptations en raison des changements climatiques. Donc, le patrimoine, tout n'est pas patrimonial. Comprenez-moi bien, ce n'est pas du tout le message que j'essaie de communiquer, mais je pense que c'est plutôt celui qu'il faut découvrir ce qui peut l'être et se poser la question et inclure cette question-là dans l'ensemble des réflexions et des discussions qui peuvent avoir lieu sur le devenir d'endroits. Pour le besoin de cette étude, qui a été somme toute réalisée dans un temps assez court, on a dû se limiter à un patrimoine immobilier bâti, donc des bâtiments. Et on a dû aussi se limiter dans la période de temps parce qu'on n'avait pas le temps, c'était un pré-projet, rappelons-le, mais dans le but de mieux cerner la question, on s'est limité aux bâtiments, quand l'occasion se présentait d'en rencontrer, construits avant 1940. Pourquoi 1940? Il y a une logique qui est inhérente à une démarche qui est présentement en cours sur l'ensemble du territoire québécois, qui est celle des inventaires du patrimoine. Il y a eu une modification à la loi sur le patrimoine culturel suivant l'audit du patrimoine immobilier par la vérificatrice générale du Québec déposé en 2020. Et le besoin d'avoir un inventaire s'est manifesté. Et donc, depuis 4 ou 5 ans, des inventaires sont en cours sur l'ensemble du territoire, initiés par les municipalités régionales de comté ou les municipalités selon les situations. Et en 2026, ces inventaires-là doivent théoriquement être complétés. Donc, on se retrouvera avec un grand nombre de connaissances, de lieux dont la connaissance et même l'identité se sont perdues à travers le temps depuis les inventaires des années 1980. Donc, voilà pourquoi on s'est limité à 1940. Et il s'avère que c'est aussi une date logique en termes d'histoire de la construction au Québec, parce qu'il y a dans ce lot de bâtiments qui ne sont pas que des maisons, des matériaux et des assemblages qui se répètent, qui évoluent, bien entendu, mais qui se répètent. Et vous en avez quelques exemples ici sur l'écran. Donc, des constructions de charpentes, de toitures, même de carrés de bâtiments en bois, avec des madriers de bois. Vous avez le plâtre, les lattes et le plâtre pour constituer les murs. Vous avez de la tôle métallique posée à la canadienne ou avec tire-joint, avec les joints, j'oublie le mot, excusez-moi, de la maçonnerie, des enveloppes de murs en briques, des maçonneries aussi pour les fondations en pierre, en moellon, donc souvent des matériaux que l'on voit moins dans les sociétés contemporaines et des assemblages néanmoins aussi qui sont moins familiers. Donc, c'est ce qui caractérise beaucoup le stock bâti avant 1940. Nous avons considéré 10 phénomènes climatiques, ceux qui étaient plus présents au Québec au moment où on a décidé de faire l'étude, donc en 2023. Vous les avez énumérés. Je suis devant un auditoire qui est dans les changements climatiques et dans l'adaptation, donc je pense que je n'ai pas vraiment besoin de m'éterniser sur les aléas climatiques. Vous les connaissez en tant que citoyen, vous les connaissez en tant qu'expert. Donc, voilà, mais je pense que c'est quand même intéressant de préciser que parmi ceux-ci, il y a des aléas climatiques qui
sont très destructeurs et immédiats. L'impact est immédiat sur les bâtiments patrimoniaux. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus lents à se manifester, mais qui sont tout autant importants en termes de déficience qu'ils créent. Et de toute manière, ces aléas climatiques, ils frappent tous les bâtiments, pas que les bâtiments patrimoniaux. Ça, c'est clair. Mais selon les assemblages et les matériaux, les bâtiments patrimoniaux peuvent avoir plus de vulnérabilité ou plus de résilience. Donc, voici quelques impacts sur des lieux patrimoniaux que nous avons été capables de repérer à partir de nos écrans d'ordinateur assis confortablement dans nos bureaux à l'université, parce que malheureusement, on n'a pas eu la chance d'aller sur le terrain, bien qu'en tant que citoyen, il y a eu des périodes d'aléas climatiques pendant la réalisation de la recherche, donc ça nous a tenu quand même assez éveillés. Des bâtiments qui ont complètement été perdus dans le cadre des feux de forêt en 2023, par exemple, sans compter des milieux naturels qui sont extrêmement importants pour les peuples autochtones. Des éléments qui sont au-dessus de la ligne du toit, comme les clochers d'église, sont particulièrement vulnérables au grand vent, surtout quand ils sont moins bien entretenus. La maçonnerie est très vulnérable au cycle répété et accentué de gel et de dégel. L'eau qui gèle et fait éclater la pierre. Selon le type de pierre, on a une dégradation qui est plus accélérée quand on a du grès, par exemple, ou de la pierre calcaire, qui est une pierre stratifiée, sédimentaire. Bien, l'eau peut rentrer plus facilement que si on a un granit, par exemple, qui est beaucoup plus résistant. La qualité du mortier joue aussi pour beaucoup. Quand on a un mortier de chaux, à base de chaux, comme on faisait autrefois, c'est beaucoup plus résilient qu'un mortier à base de ciment Portland qui, lui, résiste à l'eau et fait craquer plutôt la pierre que le mortier. L'inondation à la menuiserie Série Clich est une très triste histoire. Ce sont des inondations répétées qui ont mis à mal l'entreprise et qui a malheureusement décidé de fermer ses portes. Donc, ce sont des structures en bois qui ont été continuellement assaillies par l'eau. Puis à un moment donné, d'être capable d'assécher ce bois-là sans qu'il perde de sa tenue, de sa ténacité, ben, c'est plutôt difficile compte tenu que ces bâtiments-là étaient souvent des abris pour les équipements à l'intérieur, en l'occurrence des scies et des meubles. Quand il fait plus chaud, quand c'est plus humide, les fourmis charpentières sont très heureuses de ce climat et elles font des ravages sur les bâtiments avec des structures de bois, d'autant qu'à défaut d'entretien, souvent l'eau pénètre à l'intérieur et crée un contexte encore plus favorable pour que ces bestioles fassent leurs ravages. Les tempêtes de vent qui font tomber des arbres, parfois des arbres qui sont avec des branches mortes, donc encore une fois moins bien entretenues, qui causent un effet choc. La photographie est assez éloquente par elle-même. Des selles de déglaçage sur les trottoirs, parce qu'on a vu ça cet hiver. Et ça gèle, ça dégèle, les températures changent en très peu de temps, crée de la glace. On utilise beaucoup des abrasifs, mais aussi un mélange de sel qui, à proximité des bâtiments de pierre, cause un délaminage, ce qui est vraiment une forme de détérioration accélérée de la maçonnerie. Et des refoulements d'égouts dans des vides sanitaires, là, je pense plutôt en des milieux urbains où il y a des séries de plex, duplex, triplex, quadriplex, etc., qui n'ont pas un sous-sol à proprement parler, mais souvent un espace de peut-être très peu élevé avec des fondations en maçonnerie. Et ce sont souvent des endroits qui sont inondés et sortir l'humidité de ces lieux-là, c'est extrêmement difficile. Il faut faire attention au processus que l'on met en place. Donc, des dommages qui, et là, je ne suis pas exhaustive, c'est un peu déprimant. Trouvons plutôt maintenant des manières de s'en sortir un peu, d'accroître la résilience des bâtiments. Et on s'est rendu compte que malgré le fait qu'il n'y a pas de ressources pour guider les propriétaires de bâtiments, il y avait déjà des mesures d'adaptation qui ont été appliquées sur des bâtiments patrimoniaux sur le territoire québécois. Devant l'urgence, par exemple, on a dû déplacer la villa Frédéric James au Cap-Canon en Gaspésie, une ancienne maison
un peu de villégiature qui menaçait carrément de tomber dans le fleuve à cause de l'érosion de la falaise. Donc, la maison a été soulevée et déplacée. Si vous êtes au courant un peu de ce dossier-là en particulier, c'était un bâtiment destiné à devenir un espace bleu du gouvernement de la CAQ. C'est ce projet de musée régional sur l'ensemble du territoire qui a chopé. Quand même, la Villa Frédéric James a été réalisée. Le projet a été réalisé. On a creusé une fondation de béton. On a réhabilité le bâtiment qui n'avait aucune isolation, qui ne répondait pas au code du bâtiment, etc. Je ne suis pas allée voir encore. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui pourraient partager leur expérience si vous êtes allés. Mais néanmoins, on a quand même déplacé le bâtiment en tenant en considération les vues, le paysage, en essayant de recréer, même si le bâtiment était déplacé, un contexte qui était ressemblant au contexte d'origine. Parce que vous savez, la doctrine en patrimoine ne favorise pas du tout le déplacement des bâtiments. C'est même quelque chose qui est inscrit dans certaines chartes et certains documents de la doctrine en patrimoine. On ne déplace pas des bâtiments. Et là, on est rendu à le faire. Sinon, on perd le bâtiment. Autre exemple, une recharge de plage pour freiner l'érosion du site patrimonial de la Grave aux îles de la Madeleine. Le site patrimonial de la Grave, c'est un ancien village de pêcheurs, donc des petites maisons très simples dans leur architecture, en bois, revêtues de clins de cèdre pour la plupart, à proximité les uns des autres, sur la terre ou sur le sol, donc pas de sous-sol ou de fondation très élaborée. Le besoin de recharger la plage, en l'absence de glace, ben, les flots s'acharnent sur les bâtiments qui sont inondés, comme vous pouvez le voir, assez régulièrement. Donc, des citoyens, des propriétaires pour qui ces bâtiments-là sont leur gagne-pain, le lieu de leur entreprise, les petits commerces, surtout orientés vers l'économie touristique, ben, ont mis en mesure des transformations au bâtiment de manière à assurer que leur commerce survive, leurs bâtiments survivent. Alors, des bâtiments qui étaient autrefois à ras le sol ont été soulevés. Des bâtiments avec des trappes dans le plancher maintenant pour essayer d'évacuer l'eau le plus rapidement possible advenant une nouvelle inondation. Et des murs que l'on a décidé de scinder de manière à ne pas avoir à tout reconstruire au moment où l'eau entrerait à nouveau dans le bâtiment. C'est ce que vous voyez l'homme à Genouilly en train de faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces matériaux que l'on dégage au moment où l'eau pénètre, ce sont des matériaux qui vont au site d'enfouissement. Et les sites d'enfouissement sont extrêmement remplis, malheureusement, on ne peut pas blâmer les gens de faire ça, mais ils sont remplis de matériaux qui ne sont plus utilisables, comme la laine minérale, bien sûr, qui ne peut pas être réutilisée après avoir été gorgée d'eau. Et là, j'ai mis une balance parce que, dans le fond, plusieurs de ces actions-là vont à l'encontre de la doctrine en patrimoine, ou le retour à l'origine, ou la restauration a été le modus operandi pendant tout le 19e et une bonne partie du 20e siècle et le 21e. Donc, on se trouve dans une situation où il faut faire un équilibre, trouver un équilibre entre le changement et le statu quo, trouver un équilibre entre reconnaître les caractéristiques d'origine de l'architecture et en même temps permettre à des bâtiments de survivre, de poursuivre leur vie, à défaut de quoi, ben, on reste peut-être, à mon avis, un peu trop ancré dans le dogme. Donc, des mesures d'adaptation pour des bâtiments, on en a trouvé dans notre recherche. On a trouvé des guides qui essaient de justement donner des mesures, donner des conseils pour accroître la résilience du bâtiment. Ce sont des guides qui existent depuis quelques années et j'attire votre attention plus particulièrement sur celui qui est au centre de l'image, qui s'intitule Cohabiter avec l'eau, qui a été produit par Architecture sans frontières il y a quelques années, dont la version finale du référentiel, c'est comme ça qu'on l'appelle, est disponible en ligne pour consulter. Si vous avez des commentaires, vous êtes les bienvenus d'en formuler.
Cohabiter avec l'eau, ce ne sont pas que des inondations dont il est question, mais toutes les formes d'eau, de la glace à l'eau liquide, sans oublier l'humidité. Et donc, des mesures qui peuvent s'appliquer aux bâtiments patrimoniaux, mais qui ne tiennent pas nécessairement compte des particularités architecturales et constructives des bâtiments patrimoniaux construits avant 1940. On en a, de tels guides existent, on en a trouvé. L'Écosse est une des collectivités les plus avancées par la production de toutes sortes de guides de référence pour les citoyens, les propriétaires, différentes typologies pour adapter les bâtiments. Les États-Unis en ont produit, vous en avez un de l'UNESCO. Ma diapositive n'est pas exhaustive, mais montre bien, par contre, que la plupart de ces guides sont centrés sur les lieux où se trouvent les bâtiments. Donc, les particularités constructives et architecturales des bâtiments fait en sorte que, par exemple, un guide sur l'Écosse va parler beaucoup plus de l'infiltration de l'eau dans des maçonneries de pierre, qui est un des matériaux les plus importants. Or, ici, chez nous, oui, on a des enveloppes en maçonnerie de pierre ou de briques, mais notre bâti, pré-1940, est en grande partie construit en bois. Donc, notre préoccupation, nous, c'est beaucoup le bois. Le climat en Écosse n'est pas étranger à celui qu'on vit ici, mais les aléas climatiques ne se manifestent pas non plus de la même manière. Donc, nécessairement, ce sont des facteurs qui influenceraient la création d'un guide québécois sur les mesures d'adaptation du bâti ancien. Ces guides montrent une pléthore de solutions, des plus invasives aux plus onéreuses, aux plus faciles d'accès. En voici un exemple d'une maison aux États-Unis dont la fondation a été carrément surélevée. Si vous êtes propriétaire de maison, vous savez à quel point ceci peut être affolant, un gros chantier et assez dévastateur sur le portefeuille. Mais ça se fait. Ça se fait souvent dans des situations où les bâtiments ont bien un statut très important aux États-Unis, par exemple, ou bien un propriétaire avec une capacité de payer. Bon, mais ça se fait. Et ça se fait de manière respectueuse de l'architecture. Je pense que c'est le principal message qui est communiqué ici par l'utilisation de cet exemple dans le guide. Et on a vu des plus petits moyens être aussi très utiles. En voici un exemple à gauche en Écosse où un simple morceau de tôle, de bois recouvert de tôle, permet de dévier l'eau, de s'assurer qu'il ne déborde pas, mais qu'il se dirige véritablement dans la gouttière et le tuyau d'évacuation. Des sangles pour des fermes de toit. C'est selon la solidité de la structure, de la charpente. C'est une manière d'empêcher les dommages occasionnés par les vents. Alors, la bonne nouvelle c'est que ce n'est plus une perspective d'avenir, développer des mesures d'adaptation spécifiques au Québec. C'est en cours présentement. Donc, un guide des mesures d'adaptation des bâtiments anciens à l'eau est en cours de production. C'est un projet qui est piloté par Architecture sans frontières Québec, auquel j'ai le plaisir de collaborer avec une très grande équipe de connaissances, de personnes qui incarnent ou qui possèdent des connaissances sur le bâti ancien. Je pense aux artisans qui sont présents aussi à la table de discussion. Par le Conseil des métiers d'art du Québec. Je pense au Centre de conservation du Québec, qui fait partie de l'équipe, à Éco-Habitation, qui a une feuille de route extrêmement intéressante sur l'adaptation de l'existant au changement climatique, tout existant confondu, mais en même temps, c'est un beau défi aussi pour Éco-Habitation d'inclure dans son giron des bâtiments qui ont des particularités architecturales, comme ceux pré-1940. Et on a aussi fait appel, et ça c'est à mon avis très intéressant, à l'Association de citoyens, les amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec, le vocable est maintenant Maisons anciennes du Québec, parce que c'est un regroupement de personnes qui vivent dans des bâtiments anciens, qui sont propriétaires de bâtiments anciens, et nous les avons sollicités au moyen d'un petit questionnaire pour savoir quels sont des aléas climatiques auxquels ils ont fait face et des mesures d'adaptation qu'ils ont mis en place. Donc, à défaut d'être capable d'aller sur le terrain, cette démarche qui est en cours est d'aller chercher différentes ressources pour essayer
de les mettre ensemble avec d'autres ressources que vous voyez à l'écran qui existaient déjà. Donc, on avait quand même, dans le domaine du patrimoine, mis en place des connaissances par le moyen de brochures, de publications qui dataient, tenez-vous bien, des années 80-90, mais qui étaient et se sont avérées encore extrêmement pertinentes de nos jours. C'est un peu comme si la connaissance sur l'existant, surtout l'existant ancien, s'était perdue à travers le temps. Et le guide est cette occasion de mettre ça au jour. Je vous montre des primeurs, donc c'est pour ça que j'ai pensé nécessaire de mettre document de travail parce que peut-être que l'interface va changer en cours de route. Mais dans ce guide qui est en confection, ben, on s'assure d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par patrimoine. On essaie de donner des outils aussi pour voir mieux, comprendre mieux les bâtiments, surtout les bâtiments résidentiels, mais pas que, en donnant des caractéristiques qui reviennent souvent dans le cadre des bâtiments patrimoniaux. On ne fait pas un cours en histoire de l'architecture, on ne peut pas faire ça dans une brochure qui va en contenir à peu près 45 pages, mais on essaie de donner des outils pour voir autrement. En termes d'assemblage aussi, c'est développer un peu le réflexe du rayon X, du regard avec le rayon X pour voir au-delà des finis et essayer de comprendre la construction. C'est un guide qui contiendra d'abord des dessins clés pour essayer d'identifier avec une vue globale les vulnérabilités des bâtiments anciens. Une toiture à 2 versants avec une lucarne. La lucarne est une déviation de la goutte d'eau et ça devient une vulnérabilité. Donc, les bâtiments avec les lucarnes, ce sont souvent des maisons qui sont plus anciennes. Les jonctions entre la maçonnerie et les galeries de bois, par exemple, où les ouvertures, les châssis deviennent des points d'entrée de l'eau avec la pluie torrentielle, l'eau avec les cycles de gel-dégel. Donc, ce sont des endroits qui sont identifiés et à chacun des endroits correspondra une fiche pour permettre, donner des conseils, lister les enjeux, faites attention à ceci, munissez-vous d'une inspection visuelle ou quelqu'un qui peut la faire pour vous, des conseils finalement avec des options d'intervention avec un budget très varié en fonction de l'étendue des dommages ou de la capacité ou de la volonté de payer des propriétaires. Donc ça, c'est en cours et c'est heureux, à mon avis. C'est un mandat qui a été donné par le ministère de la Culture à Architecture sans frontières Québec et on espère bien entendu que ceci va voir le jour au cours de 2026 et qu'il y aura des manières bien entendu de vous communiquer ce guide-là si le sujet vous intéresse. Mais je pense que ces mesures d'adaptation, de façon générale, on espère beaucoup qu'elles seront mises de l'avant, pas juste celles qui sont particulières au patrimoine, mais de façon générale, pour encourager la conservation des lieux, tous lieux confondus, de manière à faire en sorte que les bâtiments soient plus résilients. Pour l'instant, on a au Québec, malheureusement pour les bâtiments patrimoniaux, aucun arbitrage. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas? Quelles sont les situations qui permettent de conserver un bâtiment versus celles où on le démolit? Et vous avez probablement entendu parler de ce dossier, le gîte au Clocheton, qui est à Baie-Saint-Paul. C'est un bâtiment de la fin du 19e siècle qui a été gîte pendant longtemps et qui a été démoli à la demande de la propriétaire qui, après de moult inondations, était tout simplement plus capable de s'assurer, de faire face aux coûts et de vivre avec le doute et l'incertitude de prochains aléas climatiques qui étaient pour frapper son bâtiment. Donc, quelles sont les manières que l'on peut mettre en place pour aider, décider, et malgré le fait que le bâtiment ait été inscrit sur la liste des bâtiments patrimoniaux de Baie-Saint-Paul, il a néanmoins été démoli. Donc, ce sont des situations qui sont extrêmement déchirantes. Puis, je ne suis pas là en train de dire qu'il faut garder les bâtiments à tout prix, mais pour l'instant, il n'y a pas dans le milieu du patrimoine, il n'y a pas de réflexion sur comment on fait pour décider. Quel est le point tournant, le point de bascule où on dit là, il faut absolument démolir? Est-ce qu'on peut déplacer? Ce qui est quand même assez chouette dans ce processus-là, c'est que la dame a ouvert les portes
Elle a dit à celles et ceux qui voulaient, venez vous servir de boiserie, venez vous servir de porte, venez vous servir des éléments qui sont détachables. Et c'est un peu une amorce d'économie circulaire. Et malgré qu'il n'y avait pas eu, semble-t-il, d'échange d'argent. Donc, c'est peut-être aussi une solution qu'on devrait explorer davantage pour éviter le rebut. Des perspectives d'avenir, là, c'est peut-être un peu la phase éditorialiste du webinaire, de la présentation. Je suis une grande défendresse de la coordination des outils. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Les cartes des zones inondables comptent parmi ceux-ci. Vous êtes plus familière que moi avec ces cartes-là et les différents processus qui vont mener à bien la finalisation des cartes prochainement, semble-t-il. Moi, je sais par contre qu'il y a une série d'inventaires qui vont être prêts bientôt, ceux auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Et il me semble que là, ce serait le temps de briser les silos et d'essayer d'utiliser les différents outils produits par le fonds public pour essayer de trouver des pistes de réflexion pour sauver nos milieux, sauver nos bâtiments, ce qui me semble extrêmement important. Donc, à venir, en 2026, ces inventaires-là, je vous le rappelle, seraient prêts et nous aurions donc une base de données de bâtiments importants dans notre collectivité, qui est une liste qui est le fruit d'un travail sur le terrain auquel plusieurs se sont dédiés. Et ça me semble d'autant plus important que la question du patrimoine n'est pas qu'une question de bâtiments stricto sensus, c'est aussi une question de milieu de vie, de centres urbains historiques, de noyaux villageois qui, eux, sont aussi mis à mal par les changements climatiques. On parlait tout à l'heure de patrimoine et d'identité. Une grande part de notre identité au Québec est liée au site riverain. Les rivières et le fleuve étant nos voies de navigation, les établissements sont présents sur le bord de l'eau. Or, on se trouve de plus en plus dans des situations où les milieux urbains historiques sont des gruyères parce que des bâtiments sont démolis. Ou bien on a carrément, il y a des initiatives comme à Sainte-Marie où le centre-ville se déplace, se retire, s'éloigne de l'eau. Donc, moi je trouve ça un petit peu affolant, mais je comprends aussi le point de vue, la perspective des personnes qui sont aux prises avec des inondations, par exemple. Mais est-ce qu'on a dans la réflexion sur le devenir de ces milieux la question patrimoniale à l'esprit? Je ne sais pas, je ne suis pas sur le terrain, mais je suis l'ardente défendresse qu'on en discute davantage et qu'on mette aussi dans l'équation ces mesures-là qui permettent, ces questions-là qui permettent aussi peut-être à des gestes automatiques d'être ralentis pour être bien certain que les nouveaux établissements puissent peut-être devenir un nouveau centre identitaire, un nouveau vecteur d'identité. Parce que les choses changent nécessairement, il faudra s'adapter. Et ma dernière diapositive, il me semble que c'est extrêmement important de promouvoir la conservation du déjà là, incluant les bâtiments patrimoniaux comme un vecteur aussi pour la réduction des gaz à effet de serre et donc du réchauffement et des aléas climatiques. Le milieu du patrimoine le dit depuis 25 ans. Vous l'avez entendu, la marotte, je suis certaine. Le bâtiment le plus vert est celui qui existe déjà. Voilà. Ça, c'est Carl Elefante en 2000, début des années 2000, un architecte des États-Unis. C'est ça. Un gentil monsieur. Le message est encore à dire et à répéter. À chaque fois qu'on entend parler d'une démolition, je ne sais pas si vous avez lu l'article de la presse ce matin sur des écoles qui sont en piteux état, etc., etc. Il y a des démolitions qui s'en viennent. C'est imminent. À chaque fois qu'on démolit, je pense que vous connaissez l'équation du carbone évité, des analyses de cycle de vie. Dans le milieu du patrimoine, on est encore à défendre et à faire la promotion de cette idée, qui est plus qu'une idée, mais des faits vérifiés. Et il me semble qu'à chaque fois qu'on sent un découragement, je pense que la lutte pour un bâtiment est une petite goutte dans l'océan, excusez-moi la vilaine analogie, mais en même temps, c'est aussi une opportunité de contribuer. Et les changements de fond
se font attendre dans l'industrie de la construction, mais la sensibilisation s'accroît et ça, je pense qu'on peut, et j'essaie de terminer avec une note positive, on peut faire un bout de chemin encore là-dessus et répéter l'idée. Et d'où l'intérêt pour moi de venir ce matin vous parler de patrimoine et de finir avec justement cette diapositive. Alors voilà, merci beaucoup pour votre attention. Il y a des questions. Je vais rester ici. Il y a des questions dans la salle. Donc, peut-être commencer par une question dans la salle. Dominique. Oui, merci Claudine pour la présentation. Ça fait plaisir. Juste parmi les phénomènes météorologiques climatiques que tu as mentionnés, il y en a quelques-uns. Les changements, on peut effectivement les attribuer au changement climatique. Il y en a d'autres, c'est la variabilité naturelle. Puis il y en a d'autres, même, les perturbations proviennent plutôt d'un changement d'environnement, qu'il soit l'utilisation des terres, ce genre de choses-là. Oui. Là, en parallèle à ça, je pense qu'il y a un manque d'entretien du patrimoine bâti qui est bon. Fait qu'à quel point, c'est plus une question philosophique, c'est peut-être mal formulé, mais à quel point l'utilisation des changements climatiques est un prétexte qui est presque bienvenu pour attirer l'attention sur un manque d'entretien du bâtiment. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends la question. J'ai passé une bonne partie de ma carrière à défendre le patrimoine avec des collègues, à développer des stratégies, à faire connaître pour reconnaître sur la base de l'histoire et de l'architecture. Et ça n'a pas toujours été très convaincant aux oreilles de différents acteurs de la société civile, des promoteurs immobiliers. Ils ne sont pas tous des méchants, là, on s'entend, mais... Alors, les changements climatiques arrivent surtout pour la réduction des gaz à effet de serre. C'est comme s'il y avait une valeur écologique maintenant qui est associée à la conservation du patrimoine. Et oui, on s'en sert, bien sûr. On s'en servait en 1973 dans les premières crises du pétrole. C'est rien de nouveau, là. Même Carl Elefante était tout jeune en couche, ou presque à ce moment-là. Donc, c'est un argument qui est revenu sur le tapis et il est revenu à cause justement de tout ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, la question de l'entretien, elle est déficitaire. Je ne veux pas avoir l'air d'une rabat-joie, d'une méchante, mais convenons que l'entretien, ce n'est pas le haut du pavé dans la priorité. Dans la liste des priorités, on n'aime pas beaucoup l'entretien. C'est difficile, ça demande du temps, etc. Alors que l'entretien, ça passe de la rénovation à la couche de peinture à chaque été. Donc, on s'entend. Mais je disais tout à l'heure qu'à mon avis, on a perdu des connaissances sur le bâtiment. On connaît moins comment réagissent les bâtiments. Ça respire un bâtiment, surtout un bâtiment construit avec des matériaux traditionnels. Ça respire. Il y a une chimie des éléments qui fonctionne, qui est inhérente au bâtiment. Il faut minimalement comprendre. Et quand on comprend ça, ben, on va chercher, on va au devant des travaux d'entretien pour éviter l'eau. Parce que l'eau est l'ennemi numéro 1 du bâtiment. On s'entend de feu aussi, là, mais l'eau est extrêmement dommageable. Donc, par les changements climatiques, il y a aussi un message d'un besoin d'accroître l'entretien dans une société qui est en déficit d'entretien des équipements publics, entre autres. C'est un combat qui n'est pas gagné d'avance, mais que les changements climatiques, oui, peuvent nous permettre de remettre sur le tapis. On les avait, ces arguments-là, dans les années 80 aussi, mais... Merci, Claudine. Je vais aller avec une question en ligne. Je reviendrai ensuite en salle. Myriam Nickner, je ne suis pas certaine de bien prononcer le nom, désolée si ce n'est pas le cas. En fait, elle avait plusieurs questions. Je vais en poser une. Puis, un peu comme j'ai dit pour l'autre webinaire, à la limite, s'il y a des questions qui ne sont pas répondues à la fin du webinaire, on pourra trouver une façon d'y répondre. Donc, est-ce qu'une prochaine phase d'étude pourrait porter sur les obstacles réglementaires et au code du bâtiment affectant la transformation d'usage d'immeubles patrimoniaux? Et bon, c'est une partie. L'autre partie, c'est quels sont les impacts financiers de certaines mesures dans la viabilité économique des projets de requalification. Tu as abordé certains aspects. La question du code du bâtiment, elle dépasse la question des changements climatiques et de l'adaptation du patrimoine.
On parle beaucoup des codes, du code et des normes dans un contexte de requalification des bâtiments, c'est-à-dire souvent pour leur trouver un nouvel usage ou même mettre à jour un usage qui existe déjà. Et le code est un problème parce qu'il est conçu en grande partie, sinon en totalité, pour des bâtiments neufs. Alors, c'est comme si on demande aux bâtiments existants qui ont une logique complètement différente d'opérer en fonction des codes et des normes pour le neuf. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème qui est de plus en plus présent. Des instances comme la Régie du bâtiment du Québec en sont saisies, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais les transformations demandent des changements systémiques. Et là, on s'adresse à l'industrie de la construction, puis les changements systémiques prennent peut-être un peu plus de temps. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà sur l'écran radar de plusieurs personnes. Reste à savoir maintenant quelles sont les stratégies les plus efficaces pour que ces changements-là prennent place. Il y a des gens qui y travaillent de façon acharnée, Héritage Montréal, je peux vous dire, et d'autres, des agences d'architecture aussi qui sont très bien informées de cette question-là. Ils travaillent également. L'Ordre des architectes est tout fait aussi. Donc, il y a quand même un consensus qu'on voit se créer à ce sujet-là et qui, je l'espère, va déboucher dans quelque chose de positif pour transformer les bâtiments existants. La viabilité économique, ben ça, c'est sûr que pour l'adaptation, ben, ça dépend de la capacité de payer aussi. Mais on a une industrie de la construction qui est orientée vers le neuf. Donc, trouver de la main-d'œuvre, c'est ou bien l'artisan hyper spécialisé, tailleur de pierre ou charpenterie traditionnelle, on les adore. C'est des gens, c'est génial. Mais où tu as le gars qui fait du neuf. Puis entre les deux, il y a une zone de gris où il y a peu de personnes qui ont cette capacité de lire le bâtiment, comprendre comment il est construit, puis accepter de faire des travaux qui sont hors normes, pas dans le sens code du bâtiment, mais qui sont uniques ou précis parce que la matière avec laquelle ils travaillent est unique et précise. Donc, ça, c'est une industrie à développer, à mon avis aussi. Merci. Chantal? Oui, ben merci pour la présentation, puis merci aussi pour avoir mis de l'avant des mesures d'adaptation qui se sont faites, notamment au Québec, puis même aussi des exemples de guides qui se fait un peu ailleurs pour que l'on puisse s'inspirer, puis les guides qui sont en cours d'élaboration pour aider éventuellement les propriétaires aussi qui sont avec certaines problématiques, qui doivent adapter un peu leur bâtiment là, qui est même patrimonial, là, qui est patrimonial. Mais est-ce qu'il y a des soutiens, un certain soutien des guides qui vont être fournis et qui sont disponibles pour eux, un soutien financier ou même un certain accompagnement pour justement réaliser ces adaptations-là ou mettre en place un peu des mesures qui permettraient d'augmenter cette résilience-là du bâtiment là, pour faire face aux aléas climatiques? Le financement, je ne peux pas vous répondre. Il faut qu'il soit public. Et il pourrait venir de différents ministères. Il y a eu un financement ponctuel pour aider Baie-Saint-Paul, les propriétaires de Baie-Saint-Paul en 2022 ou 2023, j'oublie exactement, mais suite aux inondations. Mais bon, s'il y a des programmes, je ne suis pas au courant. Ça, c'est vraiment une question à poser au ministère de la Culture, aux élus. Mais c'est sûr qu'on en aurait besoin. Puis, juste pour avoir essayé de démystifier le site du MSP, il y a des programmes qui sont disponibles pour les propriétaires de bâtiments, ce qui, je ne sais pas, mais c'est peut-être moi qui ne comprends pas grand-chose, mais je me suis dit, quelqu'un qui est en crise puis qui a à gérer tout ça, ça ne doit pas être très facile. Donc, il y a, voilà, donc certainement des améliorations à faire et peut-être travailler conjointement pour faire en sorte que le citoyen est un petit peu plus supporté, soutenu dans la période post-traumatisme. Ensuite, votre autre volet de la question, c'était des accompagnements. Il y a des sociétés sur le terrain qui aident les citoyens. C'est très inégal selon la région. C'est souvent des petites organisations qui fonctionnent de manière un peu bénévole aussi, sans financement. Donc, il n'y a pas une aide organisée sur le terrain. Sinon, des élus, sinon les services d'urbanisme, les municipalités, mais on s'entend que c'est souvent pas suffisant. Donc, ça aussi, ce serait essentiellement à développer.
Gabriel? Ouais, pour aller un peu dans la continuité là, sur la question des travaux neufs versus vieux, tout ça, tu sais, je me demandais, une chose qu'on voit quand même régulièrement à Montréal, tu sais, c'est on maintient la façade, puis on détruit tout le reste, et on reconstruit à neuf. Tu sais, où est-ce que ça s'inscrit un peu là, dans toutes vos réflexions, puis qu'est-ce qui a été peut-être étudié? Le phénomène que vous décrivez, ça s'appelle du façadisme. C'est une question qui préoccupe beaucoup le domaine de la conservation du patrimoine. Puis malheureusement, je ne peux pas vous dire c'est blanc ou noir, je suis pour, je suis contre, parce qu'il y a des instances où si on peut garder la façade, peut-être que c'est le dernier recours. Mais je pense que chaque cas est unique. C'est une question de cohérence. Tu sais, souvent, on voit des conservations de façade, je pense à l'Université Concordia, où on a gardé une belle façade en terre cuite dans les années 70 ou 80, mais derrière, on voit vraiment que c'est un plaquage. Il n'y a pas de cohérence avec les escaliers, les fenêtres. On est devant un décor presque comme un décor de théâtre. Alors qu'il y en a d'autres. C'est drôle, on parlait de ça justement tout récemment dans un balado de collectif que vous connaissez peut-être, le dogme du neuf. Et puis, je prenais l'exemple de... On a discuté du façadisme, ça arrive toujours. J'ai pris l'exemple du théâtre L'Espace Libre dans le centre-sud, rue Follin. Bon, change d'échelle, j'en conviens, mais essentiellement, c'est une conservation de façade, puis on a fait l'enveloppe, la structure en arrière pour accommoder la troupe de théâtre. Et ça, je trouve que c'est un exemple heureux. Ça fait plusieurs décennies de ça. Puis je dirais qu'avec cet usage-là, je suis bien contente qu'il ait fait du façadisme dans ce cas précis-là. Donc, c'est vraiment, je ne peux pas vous dire pour ou contre, ça dépend vraiment des circonstances. Mais c'est là, puis si vous allez à Toronto, le façadisme, c'est le symbole d'une opération de sauvegarde réussie. Alors, on n'a pas vraiment les mêmes critères quant à comment on définit une conservation réussie. Il y a vraiment beaucoup d'autres questions. J'en prends une ici, puis je trouvais ça intéressant parce que ça fait le lien aussi avec les changements climatiques, puis réduction des GES. Tu as mentionné, Claudine, que le bâtiment construit est le plus vert. Puis il y a quelqu'un Olivier Légaré, qui mentionne, est-ce que le bâtiment qui existe est toujours le plus vert? Ils sont souvent moins isolés et moins denses malgré leur localisation centrale. Pourrions-nous approfondir la recherche pour comprendre dans quelle situation le bâtiment qui existe est le plus vert? Puis c'est un article, là, mais en tout cas, je trouvais ça quand même intéressant comme question. On est là, hein? Je veux dire, c'est une très bonne question. Et quand on dit que le bâtiment qui existe déjà est le plus vert, ça ne veut pas dire qu'on ne fait aucune transformation dessus. Je pense qu'il y a des améliorations à faire au niveau de l'isolement, au niveau des ouvertures, oui. Ça dépend du type de bâtiment, ça dépend du type de construction, ça dépend des travaux qui ont été faits depuis dans la vie du bâtiment aussi, parce que ça, on oublie souvent ça. On est à décarboner les bâtiments existants, hein, et ce sont beaucoup des opérations qui focusent sur la forme d'énergie chauffante ou climatisante pour enlever le gaz naturel et l'huile, etc. Ça va avoir des impacts sur les intérieurs des bâtiments, mais peut-être que, ça dépend encore de la matière qu'on a entre les mains, ça vaut la peine de le faire. Mais tout à l'heure, je parlais des équilibres à l'intérieur du bâtiment. Ce n'est pas nécessairement souhaitable d'isoler à tout rompre sa maison ou un bâtiment. Parce qu'il y a une équation où l'air circule et les coussins d'air sont extrêmement importants pour retrancher l'humidité de la structure de bois. Donc ça peut-être que dans certains cas, ce n'est pas aussi pertinent, mais ça suppose une connaissance de l'existant, de son fonctionnement sur le plan structural et constructif avant de poser un geste. Et ça, je pense que ça va être une arène de connaissances, là, une plate-bande de connaissances qu'il va falloir développer si on veut vraiment intervenir de manière respectueuse et pas se trouver avec des champignons puis la mêlée pleureuse dans 4 ans, 5 ans d'ici, parce qu'on aura tout isolé puis on aura réduit notre facture d'électricité, mais après ça, il va falloir attaquer d'autres problèmes. J'imagine un petit guide pour chaque bâtiment. Par période puis par typologie, mais ça s'en vient, ça.
Il reste 1 minute à peine. Peut-être il y a plein d'autres questions, je le mentionne, mais une question qui est très opérationnelle. Le guide que tu mentionnais tout à l'heure, quand est-ce qu'il va être disponible? Elle est dans les questions. En toute vraisemblance, en 2026. Mais je ne peux pas vous donner un mois plus précis que ça ne dépend pas de moi. Mais ça va bon train. C'était un petit mandat, on aurait pu en faire beaucoup plus, mais puisqu'on est à la case départ, tout ce qu'il y aura de plus sera déjà une plus-value, une bonification. Et puis, il y aura certainement des occasions d'en faire plus. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est 2026. Puis, on se fera un devoir de passer par Nathalie pour vous communiquer la question. Parfait, puis j'imagine que ça va être rendu disponible assez largement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Claudine. Merci à vous.